Vie et mort d'une famille fasciste. On disait souvent de Jean-Claude Bossard que c'était un type qui jouait avec la mort. Pourtant, à part sa mère, personne ne savait qu'à sa naissance déjà, il avait failli y rester. Étranglé par le cordon ombilical, il avait été déclaré cliniquement mort pendant 4 minutes avant de renaître de façon incompréhensible dans un silence funèbre. Et même si cette anecdote est fausse, elle aurait pu expliquer la personnalité de cet individu, aussi terrifiant que caricatural, car pour le reste, tout est rigoureusement vrai. 44 ans plus tard, ses envies de meurtre n'avaient jamais été aussi fortes. Sa fille, Christine, était en fugue depuis 1 semaine et il comptait bien la retrouver cet après-midi. À la cave l'attendait une véritable salle de torture, avec une chaise, des cordes et un tas d'ustensiles hétéroclites. Et s'il réservait ce sort à sa fille, pour son petit copain, il envisageait tout simplement l'assassinat. Car, pour couronner le tout, Christine avait fugué avec un arabe. Et ça, pour Jean-Claude, c'était pire que tout. Inadmissible pour lui qui avait élevé ses 3 grandes filles dans l'amour inconditionnel de la patrie et de la haine pour tous les non-blancs. D'ailleurs, sur les photos de famille, on pouvait voir les 3 gamines tendre le bras devant un drapeau du Troisième Reich. Car Jean-Claude Bossard n'était pas n'importe qui. Chef du parti nationaliste français et européen de la région Nord, il se démarquait par sa violence et sa radicalité. Un jour, par exemple, il était allé menacer l'institutrice d'une de ses filles parce qu'elle refusait que la gamine porte à l'école son brassard à croix gammée. La même qui, aujourd'hui, donnait son corps à ce qu'il appelait un bougnoul. L'idée lui faisait monter la tension et sa main se crispa sur la crosse du Luger. La silhouette de sa femme passait dans le couloir pour aller dans la chambre d'Ida. Celle-ci, allongée sur son lit, souffrait le martyre, victime notamment d'énurésie. La veille, dans le salon, son père l'avait fait tomber par une gifle avant de lui sauter dessus à pieds joints, à 4 reprises. Sachant qu'à l'époque, il devait peser 130 kilos et qu'Ida, âgée de 17 ans, ne pesait que 35 kilos. Pas même un pétage de plomb, juste, il pensait qu'elle savait où se cachait sa sœur. Et en effet, elle le savait, mais elle n'avait pas craqué. Le lien qui la reliait à sa sœur avait été plus fort et le père, en lui demandant de la trahir, venait d'enclencher un mécanisme dont il n'imaginait pas les conséquences. Lui qui avait toujours pris plaisir à susciter la peur dans l'espoir d'obtenir le respect, s'apprêtait à découvrir ce dont est capable une personne lorsqu'elle refuse la fatalité. C'était pas la première fois qu'il était question de meurtre pour Jean-Claude. Un peu plus d'1 an auparavant, il avait été condamné pour avoir poussé son copain Michel à tuer un arabe au hasard. Le copain avait pris 10 ans, Jean-Claude 8 mois et Karim Ben Hamida s'était pris une balle dans la tête. Et puis, il y avait cette histoire comme quoi Jean-Claude avait l'habitude de tirer à la 22 long rifle sur les éboueurs quand il passait devant son pavillon. Le maire avait été prévenu par des voisins et des voisines, mais n'en avait pas parlé aux gendarmes. Il savait que la plupart étaient aussi au PNFE et il n'était pas rare d'en voir certains au bar du quartier en compagnie de celui qu'on appelait le nazi de Salomé. Visiblement, ça les gênait pas de s'afficher avec celui qui, condamné une dizaine de fois pour provocation à la haine raciale, continuait à terroriser et à harceler tout le monde en toute impunité. Mais si la gendarmerie lui foutait une paix royale, à un moment, les services sociaux s'étaient intéressés à cette famille hors norme. Ça s'était terminé quand Jean-Claude avait mis son poing dans le visage d'un assistant social. Entre-temps, Ida avait été d'elle-même chez un juge pour expliquer pourquoi elle avait des traces de coups sur tout le corps et la lèvre fendue sur 2 cm. Néanmoins, elle ne voulait pas porter plainte. Il va me tuer. Mais la Ida dans le bureau du juge n'était pas la même qu'Ida à la maison avec son père à proximité. Et, quand une nouvelle assistante sociale débarqua le lendemain au pavillon, ce fut Ida qui, après l'avoir mordue jusqu'au sang, la poussa dehors. Faut dire que si c'était dur pour toute la famille, ça l'était particulièrement pour elle, puisque Jean-Claude, depuis toujours, en avait fait son souffre-douleur. De ses 5 filles, l'aînée, Christine, était sa préférée. À 19 ans au moment des faits, elle avait toujours montré une dévotion sans faille pour l'idéologie nazie. Après, il y avait Mathilde, 18 ans, obéissante au point de frapper sa mère sur ses ordres. Et puis, les 2 dernières, Edwige, 9 ans, et Erika, 6 mois, ne l'intéressaient pas. Trop petite pour les activités paramilitaires qu'il imposait aux 3 grandes. Un jour, après avoir lâché ses bergers allemands, Eva et Wolf, sur un voisin et lui avoir tiré dessus, Jean-Claude fut dans l'obligation de consulter un psy, et celui-ci, après une séance, le déclara potentiellement dangereux.
Mais au-delà de la violence psychologique et des coups et blessures constatés par les instits, la cruauté de Jean-Claude n'était en rien potentielle. Pour les 6 femmes qui vivaient sous son toit, c'était bien réel. L'ultra-violence au quotidien d'un type frustré qui déverse son mal-être dans la fureur et la démence. Parce que si la loi interdit de tenir des propos racistes en public, rien ni personne n'empêche des parents d'élever leurs enfants dans la xénophobie la plus crasse. Jusqu'à renommer ses filles en hommage au camp de concentration nazi. Mauthausen pour Mathilde, Dachau pour Ida, Buchenwald pour Edwige. Jusqu'à leur faire croire qu'Adolf Hitler était leur oncle. Jusqu'à les habiller en soldates, en treillis et rangers, avec une croix gammée cousue sur les culottes. Jusqu'à coller sur leur cartable des patchs où on pouvait lire « L'Holocauste, c'est du bidon ». Mais si tout le monde s'accordait à considérer Jean-Claude comme un problème, personne en vérité n'osait bouger pour que cesse cette situation. Et Ida, le jour où la mère de Véronique, sa meilleure amie, la seule à être au courant, lui déclara, après avoir vu les bleus sur ses bras, qu'elle ne pouvait rien faire, l'adolescente eut l'impression que le monde se dérobait sous ses pieds, comme si personne jamais ne lui viendrait en aide. Heureusement pour elle, dans cet univers d'humiliation et de souffrance, elle pouvait compter sur Christine, sa grande sœur, avec qui elle fumait ses premières cigarettes en cachette, ses premiers joints aussi. Christine, en fugue depuis plus d'1 semaine et que Jean-Claude avait promis la veille de torturer puis de tuer avant de rassembler tout le reste de la famille dans une voiture et de faire exploser tout le monde à la grenade. Et c'était pas la première fois qu'il parlait d'assassiner quelqu'un sous son toit. À 3 reprises, il avait tenté de tuer Ida, qu'il appelait la Mongolienne et qu'il frappait régulièrement aux parties génitales sous prétexte qu'elle ne devrait jamais pouvoir faire des gosses. La première fois, c'était il y a 2 ans, où, après l'avoir roué de coups, il l'avait littéralement jetée du haut des escaliers de la cave. La seconde fois, c'était en la poussant du haut d'un pont, dans un fleuve, alors qu'elle ne savait pas nager. Et la dernière fois, c'était il y a 3 mois, quand il lui avait posé un gun sur la nuque en hurlant « Je vais te crever, vermine ». D'ailleurs, entre-temps, elle avait dû creuser sa propre tombe dans le fond du jardin. C'était la seule de ses filles à qui il réservait ce traitement. Les autres prenaient bien une torgnole de temps en temps, histoire de rappeler qui était le maître, mais avec Ida, il y avait un truc qui passait pas. Pourtant, la gamine se donnait du mal, notamment pendant les épreuves sportives ou les séances de tir qu'il faisait endurer à ses 3 plus grandes. Mais toujours, il la rabaissait, tandis qu'il complimentait les 2 autres. Même le matin, au traditionnel salut nazi devant le portrait de tonton Adolphe, il ne pouvait pas s'empêcher de lui dire qu'elle n'était qu'une débile mentale, indigne de la race pure. Et pendant ce temps, la mère, Jacqueline, s'occupait des 2 dernières. On dira plus tard que c'était une femme soumise, effacée. Mais c'était surtout que, la seule fois où elle avait parlé de divorce, il lui avait lancé un couteau au visage qui lui avait lacéré le front. Mais en vérité, si elle avait voulu divorcer, c'était pas à cause de ses idéaux fascistes et racistes, puisqu'elle les partageait, ni à cause de la violence qui régnait dans son foyer, mais parce que Jean-Claude avait des maîtresses, dont une avec laquelle il avait eu 3 filles. Et en plus, cerise sur le gâteau, tout le monde était au courant. Une fois, il en avait ramené une à la maison pendant 15 jours et l'avait faite coucher dans son lit, obligeant sa femme à dormir sur le canapé. Tandis que dans leur chambre, les filles entendaient d'un côté les ébats du couple et de l'autre les pleurs de leur mère. Malgré tout, après les faits, elle dira que Jean-Claude n'avait pas toujours été comme ça, et elle décrira un enfant issu d'une famille très pauvre qui perd son père à l'âge de 10 ans et entre à l'usine à 15 comme apprenti menuisier. À l'usine aussi où il la rencontre. Mariage et installation à Salomé, à 20 bornes de Lille en 1969. Licencié la même année, Jean-Claude commence à rentrer dans une période où se mêlent dépression, montée en puissance de la violence et fascination pour le Troisième Reich. En 84, il entre au Front National qu'il quitte en 86 pour rejoindre le PNFE. Des experts et des expertes, lors du procès qui suivit cette affaire, viendront expliquer qu'à cette période, Jean-Claude présentait des signes certains de dérèglements mentaux tels que l'hyperparanoïa, mêlé à un sentiment de toute puissance propre aux psychopathes. Sorte de mécanisme d'autodéfense vis-à-vis d'une situation qui lui échappait, alimentée par une intolérance à la frustration. En bref, depuis la perte de son emploi, Jean-Claude se sentait comme une merde. Alors, il compensait en laissant libre cours à sa haine du monde entier. Il disait même que c'était un arabe qu'il avait remplacé à l'usine.
Ce qui était aussi faux que quand il disait qu'il voulait être éboueur, mais qu'on n'embauchait que des noirs, alors qu'en vérité, les éboueurs de Salomé, c'étaient tous des blancs. Et frustré, Jean-Claude l'était aussi de n'avoir que des filles, lui qui rêvait d'avoir des fils. 8 en tout, si on compte ses 3 filles avec sa maîtresse. Que des filles, à croire que même la nature s'acharnait sur son sort. Ce qui ne l'empêchait pas de les éduquer comme des garçons. Entraînement paramilitaire, tir au fusil ou au pistolet et tout le tout-team. Pas de jupe, en survêt ou en treillis toute l'année, sans oublier les t-shirts avec les croix celtiques où écrit en gros « Hitler avait raison ». Et ça a payé. Toute la famille était à fond pour proférer les propos les plus haineux à l'égard des juifs, des arabes, des homosexuels et du système en général. Les 5 filles n'avaient connu que ça. Elles baignaient dans cet environnement depuis leur naissance, allant régulièrement en Belgique pour des rassemblements néo-nazis, écoutant les amis de leur père quand ils passaient à la maison, lisant des brochures malraux-néotypées du PNFE. Une nuit, par exemple, Jean-Claude et 4 de ses filles étaient partis en opération commando avec des lampes torches pour marcher dans l'obscurité. Direction l'Emmaüs du coin et la collecte de vêtements pour le tiers-monde à laquelle Jean-Claude et ses filles avaient foutu le feu. Parce qu'il était comme ça, Jean-Claude. L'illégalité ne l'effrayait pas. Et si, lui qui prenait l'ordre, le respect et la force de la justice, s'autorisait quelques incartades avec la loi, il disait que c'était parce que la République française, c'était de la merde. Que lui, ce qu'il voulait, c'était une dictature, comme Hitler ou Mussolini. Alors, il apprenait à ses filles à voler dans les supermarchés ou dans les fermes alentours. Des poules ou n'importe quoi qui pouvait servir. Dans l'esprit des filles, c'était pour leur montrer comment toujours s'en sortir, genre survivaliste en guerre permanente. Pour les psys, en fait, Jean-Claude, en poussant ses filles à commettre ses larcins, augmentait son emprise sur elles, en les rendant complices d'infractions à la loi. À la fois, il renforçait leur sentiment d'appartenance et en même temps, il se faisait le dépositaire d'un secret qui pourrait les conduire à avoir des ennuis. Lui disait que c'était pour les endurcir. Les expertes et les experts parleront de processus de fragilisation morale. Mais quand on a grandi comme ça dans un univers, difficile de penser différemment et de voir le monde autrement que comme le théâtre d'une guerre de civilisation à bas bruit. En mode combat racial jusqu'à la lutte finale contre l'invasion des hordes de Noirs et d'Arabes et contre le cosmopolitisme. Pour un racisme assumé, une xénophobie décomplexée, un négationnisme obsessionnel, un antisémitisme maladif, une fascination fanatique pour le fascisme et le nazisme. Pour une France d'abord, blanche toujours, et une Europe aryenne et chrétienne. Même si, chez les Bossards, on n'était pas super pratiquants et pratiquantes. Les seules lectures, c'était Mein Kampf et le livre des torturations et les tracts patriotiques. C'était tout ce que les filles connaissaient du monde. Ça et l'ultraviolence d'un père qui les incitait à casser la gueule à des camarades de classe et qui était même allé jusqu'à se faire battre entre elles, Christine et Mathilde, après qu'il ait demandé à cette dernière de frapper sa mère. Et voilà qu'aujourd'hui, Christine défiait son autorité, et avec un arabe en plus. Genre Roméo et Juliette moderne ou l'amour impossible entre une nazie et un enfant d'immigré. Alors, le voyait-elle comme l'exception qui contredit la règle ? Était-il de ces individus d'origine étrangère qui, désirant s'intégrer à tout prix, renie sa culture familiale au point de la condamner ? On ne le sait pas. Sur lui, nous ne connaissons que peu de choses. Par contre, les témoignages s'accordent pour affirmer que, même loin de son père, Christine conservait son idéologie raciste. N'avait-elle pas planté un coup de cutter à cette meuf juste parce qu'elle était algérienne ? Et même si sur ce point, Jean-Claude n'était pas peu fier de sa fille, il voulait malgré tout la tuer pour son affront dès qu'il lui remettrait la main dessus. Et pour ça, il avait eu une nouvelle idée. Vu qu'elle était majeure et que les flics ne pouvaient rien faire, il avait obligé Ida à porter plainte contre sa sœur pour coups et blessures, en présentant les dernières séquelles dont il était responsable. C'est là qu'un toubib vit que si la gamine faisait ses besoins sous elle, c'était parce qu'elle avait une boule grosse comme un œuf au-dessus des organes génitaux. Il s'exprima dans un jargon auquel Ida ne comprenait rien, mais quand il prononça les mots de stérilité, elle ne pouvait pas voir la tête de son père, mais elle savait qu'il devait sourire. Les flics allaient ramener Christine, c'était imminent. Ce soir-là, en rentrant au pavillon, elle avait conscience que le compte à rebours était lancé,
et la vision de son père en train de tuer sa sœur la tétanisait. Elle passa une nuit horrible, entre la douleur intense et la peur. Alors, le lendemain, à 8h du matin, tandis que la mère s'occupait du lait pour le biberon de la petite dernière, Ida prit le pistolet Luger que Jean-Claude avait rangé au-dessus du carillon. De toute façon, il y avait des armes partout, une trentaine en tout de fusils d'assaut, de couteaux et de revolvers, cachés dans des faux murs ou des bonbonnes de gaz trafiquées. Comme un automate, avec au bout de son bras ce flingue qui paraissait disproportionné, elle monta les marches qu'elle connaissait par cœur, en évitant celles qui faisaient du bruit. En poussant la porte de sa chambre, elle le vit, dormant en slip et marcel blanc, affalé sur le lit. Elle, 35 kilos, lui, 130 kilos de graisse flasque. Pourtant, elle n'avait plus peur, peut-être pour la première fois de sa vie, parce qu'elle avait un gun et qu'elle allait s'en servir. Comme à l'entraînement, elle appuya sur la gâchette. Une détonation, une balle dans la tête qui le tua en moins d'une seconde. La fin d'un martyr réglait le temps d'un clignement de cils. Pendant 10 secondes, Ida regarda ce corps immobile, avec en tête une phrase qu'elle se répétait en boucle. « Je voulais sauver Christine ». Et quand sa mère, qui avait entendu le coup de feu, monta les escaliers, Ida était déjà sortie de la chambre. Leur déposition concorde. À 8h30, les flics arrivaient sur les lieux, constataient le meurtre et écoutaient Ida s'accuser spontanément. Évidemment, dans la région, le parricide fit grand bruit et les langues se déliaient. Dans l'ensemble, beaucoup de gens ont dit que c'était bien fait pour lui, mais que c'était pas à elle de le faire. Évidemment, le procès, 3 ans plus tard, attira tout un tas de monde. Sans conteste, la majorité de la population de Salomé avait fait le déplacement, mais aussi une foule immense de journalistes de la presse nationale. L'affaire était retentissante. Entre la personnalité du défunt et celle de sa meurtrière, ça représentait presque un symbole. On présentait l'accusé comme une victime et la victime comme son bourreau. Mais personne à ce moment-là ne s'attendait à entendre ce qu'il allait être dit et encore moins à assister à une première judiciaire. Car, d'abord, à la barre, il y eut les témoignages de Christine, Mathilde et Jacqueline la mère, qui décrivaient avec moult détails ce qui avait été leur quotidien avec Jean-Claude Bossard. Une vie de soumission sous les coups, la violence, les humiliations et surtout le traitement spécial réservé à Ida. Alors, quand ses potes du PNFE venaient déposer à la barre pour dépeindre un type, certes un peu excessif, mais fidèle en amitié et droit dans ses convictions, leurs paroles étaient inaudibles, noyées par le flot d'horreur qu'il avait fait subir à sa famille et à Ida en particulier. D'ailleurs, l'avocate commis d'office organisa toute sa plaidoirie là-dessus, la légitime défense. Toute la famille avait été en danger de mort. Il était certain qu'il comptait mettre ses menaces de meurtre à exécution. Et l'avocat de la partie civile ne vit aucune objection à adapter cette notion à la situation. Quant à la communauté de Salomé, elle avait honte d'avoir laissé Ida seule pendant tout ce temps et se voyait de plus en plus dans la presse comparée aux Allemands et Allemandes qui habitaient près des camps de concentration et qui, pour toute défense, murmuraient « on ne savait pas ». Et puis, au fil du procès, des tensions étaient apparues et les choses ne furent pas aussi simples que ça. Christine, par exemple, qui soutenait sa sœur et comprenait son geste, lui en voulait malgré tout d'avoir tué le père. Et peut-être, quelque part, jalousait-elle le courage qu'elle n'avait pas eu. Mais personne ne s'attendait au verdict, et encore moins à tout ce qu'il allait engendrer. Car, d'abord, au terme d'une semaine de procès, Ida fut acquittée. Et c'était la première fois, et la seule sans doute, où l'accusé reconnaissait le meurtre mais sortait libre du tribunal. Et devant les micros, sur les marches de l'édifice judiciaire, Ida ne fit qu'une déclaration. « Je suis écœurée des néo-nazis ». L'affaire faisait la une des journaux. Ida s'était transformée en symbole, presque en exemple. Sollicitée par les médias, elle était devenue une star et peut-être le reste de sa famille enviait-elle à cette période son nouveau statut. Et quand il fut question qu'un film se fasse autour de sa vie, le fossé s'élargit de façon irrémédiable. D'abord, quand Ida quitta le tribunal, ce fut pour se retrouver SDF. Virée de chez elle par Mathilde, qui avait repris le rôle paternel, avec sans doute moins de violence, mais dans le même esprit nazifiant. D'ailleurs, les potes fachos de Jean-Claude s'invitaient encore régulièrement à la maison. Et si eux condamnaient le meurtre au point de menacer et d'harceler Ida pendant des mois, on ignore toujours la véritable opinion de Christine, Mathilde et de la mère vis-à-vis de ce geste.
Tout ce qu'on sait, c'est que Christine, moins d'1 an après les faits, s'envolait pour l'Afrique du Sud soutenir l'apartheid et sa politique raciste. Et Jacqueline, la mère, se remit en couple avec un autre type du PNFE, aussi nazi et aussi violent que Jean-Claude. Pour dire comment ces gens-là étaient fanatisés, sur la tombe de Jean-Claude, au cimetière municipal, est gravée dans la roche et pour l'éternité, une croix gammée. 1 an après le procès, sortait le film Pleure en silence, consacré à Ida. Une projection eut lieu à Salomé. La salle était pleine. Ida reconnut une ancienne instite, beaucoup de voisins et voisines, et quelques amis du père, dont un qui eut le cran de venir discrètement s'excuser auprès d'elle. Mais si la séance se déroula sans incident, c'est aussi parce que la police avait organisé tout un dispositif suite aux menaces du PNFE de venir chahuter l'événement. Ce fut ce soir-là qu'Ida entendit pour la première fois la rumeur qui affirmait que ses sœurs et sa mère s'imaginaient qu'avec le film, Ida était maintenant riche à millions, ce qui évidemment n'était pas le cas. Elle galérait à droite à gauche, mais la rancœur était tenace, et des années plus tard, Ida se verra retirer la garde de ses 2 filles à cause d'une fausse dénonciation pour maltraitance émanant de Mathilde et Christine, ses sœurs. Néanmoins, durant cette période, personne ne s'attendait à ce que l'affaire connaisse un ultime rebondissement 20 ans après. 20 ans parce que Jacqueline, la mère, pensait que c'était le délai de prescription pour un crime de sang. C'est en tout cas ce qu'elle affirmait au début des années 2000 en direct à la télé dans une émission consacrée à l'affaire et dans laquelle elle s'accusait du meurtre de Jean-Claude. Ce coup de théâtre surprit tout le monde, à commencer par Ida qui ne l'avait pas vu venir et qui découvrait la nouvelle version de sa mère. Selon cette dernière, le 18 juillet 89 à 8h du matin, c'était elle, avec la complicité d'Ida, qui avait appuyé sur la gâchette alors que Jean-Claude dormait. Et si Ida s'était accusée du crime, ça avait été avec son accord, certaine qu'elle était qu'Ida, en tant que mineure, n'irait pas en prison. Convoquée par la police, elle réitérait ses propos, arguant qu'elle voulait lui faire du mal, en y ajoutant des détails, comme cette scène qui se serait déroulée après l'assassinat dans la salle de bain, où mère et fille auraient échangé leurs t-shirts et leurs baskets à cause des projections de poudre et de sang. En plus, elle soutenait que, depuis le début, toute la famille le savait et que l'histoire de la prescription lui venait d'une cousine. Alors, si le meurtre avait donné lieu à une première judiciaire, désormais 2 personnes s'accusaient du même crime. Plus tard, lors d'une émission de Carl Zero, Christine, la sœur, acceptait de témoigner pour accréditer la thèse de sa mère et déclarer qu'après avoir nazi toute sa vie, aujourd'hui, la politique ne l'intéressait plus. Mais la famille reste à jamais divisée et il n'est pas dit que les sœurs se reparlent un jour. Beaucoup de victimes dans cette histoire. En premier lieu, Ida, victime d'un père tortionnaire et puis de la jalousie de toute sa famille. Mais aussi Jean-Claude, doublement victime, d'abord de meurtre, mais surtout victime de sa haine, de sa connerie, de ses frustrations et de sa folie. Et enfin, en un sens, c'était toute la famille qui était victime d'un système qui permet à un individu de se comporter en parfait tyran à l'intérieur de la sphère familiale sans que rien ni personne n'y trouve à redire. Un système où les témoins n'osent pas parler et se font complices par leur silence des pires atrocités.